Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits de The Psychology of Money de Morgan Housel. C'est un livre, franchement, qui bouscule pas mal d'idées reçues. Hmm. L'idée centrale, Sam, bah, la façon dont on gère notre argent, ça serait moins une question d'intelligence que de comportement, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Le comportement prime. Housel dit que bien gérer son argent, ça s'apprend pas si facilement, même pour les plus brillants. Pourquoi? Parce que ça touche à nos émotions, nos biais, nos habitudes, quoi. C'est ça. C'est une compétence, disons, comportementale avant tout. Exactement. Il te rend un exemple assez frappant, je trouve. Un cadre dans la tech, un type brillant qui avait breveté des trucs clés pour le Wi-Fi, monté et vendu des boîtes. Ah oui, quelqu'un de très compétent techniquement. Voilà, très intelligent. Mais niveau argent, c'était autre chose. Il se baladait avec des liasses de billets, s'en vantait. Le genre. Et un jour, pour s'amuser, il a jeté des pièces d'or dans l'océan avec des potes. Dingue, non? Ah oui, carrément. Résultat, il a fini ruiné. Complètement. Et à l'opposé, l'auteur nous parle de Ronald Reed. Ah, Ronald Reed. Oui, lui, c'est un personnage fascinant, mais par sa discrétion, justement. C'était un concierge et aussi pompiste américain. Il est décédé en 2014. Et personne, mais vraiment personne, ne savait qu'il avait patiemment accumulé une fortune. Plus de 8 millions de dollars. 8 millions. Un concierge. Oui, sa méthode, d'une simplicité, enfin, simple en apparence. Il épargnait une petite partie de son salaire, qui était modeste. Il investissait régulièrement dans des actions de grosses boîtes solides. Les fameuses blue chips. Voilà, c'est ça. Et surtout, le point clé, attendre. Il a attendu des décennies pour que les intérêts composés fassent leur travail, leur magie, quoi. Donc pas de gain au loto, pas d'héritage incroyable. Non, rien de tout ça. Juste de la patience et une discipline de fer. Extraordinaire. Ces deux histoires, elles sont vraiment aux antipodes. Elles posent bien le décor. Pour Outsell, la finance, c'est pas comme la physique, avec des règles strictes immuables. Non, pas du tout. C'est plutôt un domaine où la psychologie humaine, elle est reine. Alors, creusons un peu ça. Oui, et le contraste, il est encore plus net si on compare Ronald Reed à un autre personnage, Richard Fuscone. Ah oui, Fuscone, lui, c'était le profil type du succès sur le papier. Diplômé de Harvard, cadre dirigeant chez Merrill Lynch, une grande banque d'affaires. le parcours parfait, quoi. Exactement. Et pourtant, il s'est retrouvé en faillite après la crise de 2008. Comment c'est possible? Un train de vie complètement démesuré, financé à crédit. Une maison gigantesque, des coûts d'entretien faramineux. Là où Reed cultivait la patience, Fuscone, lui, était guidé par, disons, l'avidité, le besoin de paraître. C'est le comportement, donc. C'est ça qui a tout changé. Bien plus que les diplômes ou l'intelligence brute. Donc si je suis bien, un concierge patient peut, financièrement parlant, faire mieux qu'un ponte de la finance sorti de Harvard. Ça défie un peu la logique habituelle, non? Qui valorise l'expertise technique avant tout. Tout à fait. C'est exactement ça. Le succès financier durable, ça dépend pas seulement de ce qu'on sait, ça dépend surtout de la manière dont on se comporte. Nos réactions? Oui, nos réactions face à la peur, à l'incertitude, notre capacité à résister à la tentation du gain rapide, notre patience, tout ça, ça pèse plus lourd dans la balance que le QI ou les connaissances techniques, même pointues. C'est vraiment le cœur de ce qu'il appelle la psychologie de l'argent. D'accord. Alors, le livre aborde ensuite une idée qui peut paraître un peu provocatrice. Personne n'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement? Que toutes les décisions financières sont OK? Même les plus bizarres? Non, pas qu'elles sont OK ou optimales, pas tout à fait. Plutôt qu'elles ont une logique interne pour la personne qui les prend, au moment où elle les prend. Ah, d'accord. Nos décisions sont hyper influencées par notre vécu personnel, nos expériences uniques avec l'argent. Quelqu'un qui a grandi pendant une période d'hyperinflation, il n'aura pas la même vision du risque sur les obligations que quelqu'un né en période de stabilité. C'est logique. Mhm. Un Australien qui n'a pas connu de récession depuis genre 30 ans, il pense forcément différemment d'un Américain qui en a vécu plusieurs. Nos expériences, même si elles sont limitées à notre petit coin du monde, elles façonnent énormément notre vision de comment fonctionne le monde financier. L'exemple des billets de loterie est intéressant là-dessus. Les acheter, c'est souvent vu comme irrationnel, surtout par les plus modestes qui, statistiquement, en achètent le plus. Mais Ouzel y propose une autre lecture. Oui, il suggère que pour certains, acheter un billet de loto, c'est pas tellement un investissement financier, c'est plutôt un achat d'espoir. D'espoir.
Oui, c'est peut-être la seule façon concrète pour eux d'acheter, même si c'est juste dans l'imaginaire pour quelques jours, un rêve. Un rêve d'une vie meilleure que d'autres, ils vivent déjà. On paie pas pour la probabilité statistique, qui est quasi nulle, on le sait. On paie pour le sentiment, l'émotion que procure ce rêve. Alors, on peut critiquer la stratégie, c'est sûr, mais l'émotion derrière, elle est compréhensible. Oui, ça remet bien en perspective cette idée de rationalité pure en finance. D'ailleurs, l'auteur rappelle que beaucoup d'outils financiers qu'on utilise tous les jours sont en fait très récents. Tout à fait. La retraite généralisée, les plans d'épargne retraite type 401 ou Kay aux États-Unis, même les fonds indiciels passifs, tu sais, ces paniers d'actions qui suivent juste le marché, tout ça, c'est assez nouveau à l'échelle de l'histoire. C'est vrai. Du coup, on est tous d'une certaine manière des débutants dans ce domaine. Ce qui explique aussi pourquoi on fait des erreurs, pourquoi on tâtonne encore. Et puis, il y a un autre facteur qu'on a tendance à oublier ou à minimiser, le rôle de la chance et du risque. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, ça c'est crucial. L'histoire de Bill Gates est assez parlante. Il a une chance incroyable, on peut le dire, d'avoir accès très jeune à un ordinateur d'école, un truc super rare et performant à l'époque. Une chance sur 1 million, dit l'auteur. Voilà. Mais son pote, Kent Evans, qui était tout aussi passionné, tout aussi brillant, il est mort dans un accident de montagne avant même la création de Microsoft. Le hasard, qu'il soit bon ou mauvais, il joue un rôle énorme. Et on a tendance à l'oublier. Surtout quand on regarde un succès après coup. Et reconnaître ce rôle du hasard, ça change quoi pour nous? Ben, ça devrait nous rendre plus humbles face à nos propres succès. Ils sont jamais dus qu'à notre seul mérite, faut être honnête. Et ça devrait aussi nous rendre plus compréhensifs face aux échecs des autres. Ils sont jamais dus qu'à leurs seules erreurs non plus. Elie Bancel cite même Benjamin Graham, tu sais, le père de l'investissement value, celui qui cherchait les actions sous-évaluées. Oui, le mentor de Buffett. Exactement. Graham admettait lui-même que sa fortune personnelle reposait en très grande partie sur un seul investissement massif dans l'assurance Jayco. Un pari qui allait d'ailleurs à l'encontre de ses propres règles de diversification. Alors, coup de génie ou coup de chance, même lui avait du mal à trancher, c'est dire. C'est intéressant, ça. Alors, passons à un autre piège comportemental, ce sentiment de jamais assez. Le livre raconte une anecdote assez connue entre les écrivains Kurt Vonnegut et Joseph Heller. Ah oui, celle de la fête tic-tée. Ils sont à une soirée chez un milliardaire, un gestionnaire de hedge fund. Et Vonnegut fait remarquer à Heller, l'auteur de Catch 22, que leur hôte a gagné plus d'argent en une seule journée que Catch 22 n'en a rapporté à Heller dans toute son histoire. Et la réponse de Heller? Elle est géniale. Il répond juste « Oui, mais moi j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais ». Vonnegut demande quoi et Heller dit « Assez ». Waouh, c'est puissant comme réponse. Le danger, ce serait donc cette course sans fin vers toujours plus. C'est exactement ça. C'est le piège qui a fait tomber des gens comme Rajat Gupta ou Bernie Madoff, l'architecte de la fameuse pyramide de Ponzi. Oui, tristement célèbre. Ils avaient déjà tout. La richesse, le prestige, le pouvoir. Mais ils ont tout risqué pour avoir encore plus, sans jamais avoir défini pour eux-mêmes ce que c'était assez. Husserl pense que savoir s'arrêter, définir son propre assez, c'est la compétence financière la plus dure, mais peut-être la plus importante. Et la comparaison sociale, ça doit pas aider, j'imagine. On regarde toujours ce que le voisin a, la voiture plus grosse. C'est un moteur hyper puissant de ce jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, qui a plus de succès, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui nous bombardent d'images de réussite. C'est une bataille qu'on ne peut pas gagner. Alors, comment on fait? La seule manière d'en sortir, d'après Husserl, c'est de refuser de jouer à ce jeu. Consciemment. Ne pas participer à cette comparaison permanente. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vois l'idée. Un autre concept que notre cerveau a du mal à saisir apparemment, c'est la puissance de l'effet cumulé, le fameux compounding. Oui, c'est très contre-intuitif. Notre cerveau pense de façon linéaire, pas exponentielle. Husserl utilise une analogie que je trouve très parlante, celle des ères glaciaires. Ah oui. Elle commence pas par des hivers horriblement froids. Non, elle commence par des étés juste un tout petit peu moins chauds, assez pour qu'une fine couche de neige de l'hiver précédent ne fonde pas complètement. D'accord. Cette neige qui reste, elle réfléchit un peu plus le soleil, ça refroidit légèrement la zone, du coup l'hiver suivant, un peu plus de neige s'accumule, et ce petit changement initial, répété, amplifié année après année, sur des millénaires, ça mène à un résultat énorme. Une planète en grande partie recouverte de glace. Et les intérêts composés, c'est pareil. C'est exactement le même principe. Des petits gains, s'ils sont réinvestis, génèrent eux-mêmes des gains qui sont à leur tour réinvestis. Et avec le temps, ça crée une croissance exponentielle. Au début, on voit pas grand-chose, et puis ça s'emballe.
Et c'est ça, le falot secret de Warren Buffett, ce serait pas juste son talent d'investisseur? Son talent est indéniable, évidemment. Mais Ouzel souligne que sa longévité est absolument clé pour expliquer sa fortune monumentale. Il a commencé à investir sérieusement vers 10 ans, et il continue aujourd'hui, à plus de 90 ans. Incroyable. Ouzel fait un calcul rapide mais saisissant. Si Buffett avait commencé, disons, à 30 ans, et pris sa retraite à 60 ans, une carrière déjà longue et réussie, eh bien, même avec ses rendements exceptionnels, sa fortune aujourd'hui serait environ 99,9% inférieure à ce qu'elle est. C'est fou. Le temps donc. Le temps, c'est son avantage compétitif principal. C'est la durée qui permet à l'effet cumulé de faire des miracles. Ce qui nous amène à une distinction importante que fait le livre, la différence entre gagner de l'argent et le conserver. Absolument. S'enrichir, getting wealthy, comme il dit, ça demande souvent de l'optimisme, de la prise de risque, parfois même de l'audace. Il faut saisir des opportunités. Mhm. Mais rester riche, staying wealthy, c'est une autre histoire. Ça demande plutôt de la prudence, de l'humilité, une certaine forme de paranoïa face au risque de tout perdre et de la frugalité aussi. Il faut passer d'une mentalité d'attaque, si on veut, à une mentalité de défense. Les exemples de Jesse Livermore, ce trader légendaire du début du XXe siècle, qui a fait fortune plusieurs fois, mais qui a tout perdu à chaque fois par excès de confiance, par endettement, ou de Rick Guerin, un associé potentiel de Buffett, qui s'est ruiné avec l'effet de levier pendant une crise. Ce sont des avertissements, en fait. Des avertissements très clairs, oui. La survie est primordiale. Survivre aux crises, aux revers de fortune, qui sont inévitables, c'est la condition sine qua non pour que l'effet cumulé puisse opérer sur le très long terme. Donc, éviter la ruine à tout prix, même si ça veut dire accepter des gains potentiels un peu moins élevés à court terme, ça devient une priorité absolue pour conserver sa richesse. D'accord. Alors, comment on peut cultiver un meilleur comportement financier au quotidien? Un principe clé, ça semble être de redéfinir ce qu'on entend par richesse. Oui, Houssel insiste beaucoup là-dessus. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on voit. La belle voiture, la grande maison. Ça, ce sont des preuves de dépenses. Souvent financées par un revenu élevé, c'est vrai, c'est être riche. Mais la véritable richesse, le wealth, ce sont les actifs qu'on possède et qu'on n'a pas dépensés. L'argent qu'on ne voit pas, en somme. Exactement. L'épargne, les investissements. C'est cet argent invisible qui offre des options, de la flexibilité, de la sécurité pour l'avenir. D'où l'importance capitale, selon lui, du taux d'épargne. Plus encore que le niveau de revenu ou la performance des placements. C'est un de ses arguments forts, oui. Le taux d'épargne, c'est-à-dire la part de notre revenu qu'on met de côté, qu'on ne dépense pas, c'est la variable sur laquelle on a le plus de contrôle. C'est vrai. Augmenter son revenu, c'est pas toujours évident. Obtenir des rendements exceptionnels sur ses placements, c'est difficile et incertain, mais décider d'épargner 10%, 15%, 20% de ce qui rentre, ça, c'est à notre portée, quel que soit le revenu. Il fait une analogie intéressante. Oui, il dit que la frugalité est à la richesse personnelle ce que l'efficacité énergétique a été à la crise pétrolière. C'est un levier plus fiable, plus direct que de chercher désespérément de nouvelles ressources miraculeuses ou des rendements extraordinaires. Il propose même une équation un peu provocante. Richesse égale revenu moins égaux. Revenu moins égaux. J'aime bien. Moins l'ego nous pousse à dépenser pour impressionner, plus la richesse peut s'accumuler. C'est l'idée. Et le but ultime de cette richesse, invisible, de cette épargne, ce serait quoi alors, au final? La liberté. C'est ça le mot-clé pour Houssel. Le contrôle de son temps, de ses choix de vie. Pour lui, c'est le dividende le plus précieux que l'argent puisse acheter. Bien plus que les objets de luxe. Et ça se vérifie? Oui, des études en psychologie, en gérontologie le confirment. Le sentiment d'avoir le contrôle sur sa propre vie, c'est un facteur de bonheur bien plus puissant que le niveau de salaire ou la taille de la maison. Pouvoir choisir son travail ou de ne pas travailler, choisir où on vit, comment on organise ses journées, voilà la vraie richesse. Ça explique peut-être pourquoi il vaudrait mieux viser à être raisonnable plutôt que froidement rationnel dans nos décisions financières. Exactement, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des feuilles de calcul Excel. On a des émotions, des regrets potentiels, un besoin de sécurité psychologique. L'exemple de Harry Markowitz est génial pour ça. Le prix Nobel d'économie. Oui, celui qui a développé la théorie moderne du portefeuille, très mathématique, pour optimiser le couple rendement-risque. Eh bien, pour ses propres investissements de retraite, qu'est-ce qu'il a choisi? Une répartition toute simple. 50% actions, 50% obligations. Ah bon? Pas sa propre théorie super optimisée? Non, pourquoi? Il a dit que c'était pour minimiser ses regrets futurs.
Ce n'est peut-être pas la décision la plus rationnelle sur le papier, mais elle était raisonnable pour lui, car elle lui permettait de tenir le cap émotionnellement, de bien dormir la nuit. Il faut donc intégrer nos imperfections humaines dans nos plans et prévoir l'imprévu aussi, avec une marge de sécurité. C'est essentiel. Eusel appelle ça room for error, une marge d'erreur. Il faut l'intégrer dans toute planification financière. Ça veut dire quoi? Ne pas investir jusqu'au dernier centime, ne pas s'endetter au maximum de ses capacités, garder des liquidités de côté pour les coups durs. Pourquoi c'est si important? C'est simplement reconnaître que l'avenir est incertain et que nos prévisions seront probablement fausses, au moins en partie. Il faut pouvoir encaisser les imprévus sans que tout le château de cartes s'écroule. Eusel dit que pour sa propre planification de retraite, il utilise des hypothèses de rendement pour l'avenir qui sont nettement inférieures aux moyennes historiques, juste pour se donner cette marge de sécurité. Et il faut aussi accepter qu'on va changer, nous-mêmes, que nos objectifs à 20 ans ne seront pas les mêmes à 40 ou 60 ans. Oui, c'est un autre point clé. Les psychologues appellent ça l'illusion de la fin de l'histoire. On sous-estime toujours à quel point nos goûts, nos valeurs, nos objectifs vont évoluer avec le temps. C'est vrai, quand j'y pense. Donc, il faut éviter les plans financiers trop rigides, trop extrêmes, comme par exemple vouloir absolument prendre sa retraite à 40 ans en s'imposant un taux d'épargne intenable qui rend la vie misérable, ou à l'inverse, de rien prévoir du tout. Il faut se donner la permission de changer d'avis en cours de route, sans s'enfermer dans des décisions passées juste à cause des coûts irrécupérables, l'argent ou l'effort qu'on a déjà mis dedans. Savoir abandonner un projet ou un investissement qui n'a plus de sens, c'est une force, pas une faiblesse. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir la volatilité des marchés, non pas comme une amende qu'on paye quand ça baisse, mais comme un droit d'entrée. C'est une image très puissante, oui. La volatilité, la peur qu'elle engendre, le doute, ce sont les frais inévitables qu'il faut accepter de payer si on espère obtenir, sur le long terme, des rendements supérieurs à ceux des placements sans risque, comme les livrets. Et essayer d'éviter ces frais? Tenter d'éviter ces frais à tout prix, par exemple en essayant de faire du market timing, prédire les hausses et les baisses pour acheter au plus bas et vendre au plus haut, ce qui est notoirement quasi impossible à faire de façon répétée, ça finit souvent par coûter plus cher. Soit en performance manquée parce qu'on est sorti au mauvais moment, soit en erreur de jugement due au stress. Il faut mieux accepter cette volatilité comme le prix normal du ticket pour participer au jeu des marchés à long terme. Et dernièrement, peut-être le plus important, bien identifier le jeu auquel on joue soi-même, ne pas se comparer aux autres. C'est fondamental. Les marchés financiers, c'est un immense terrain de jeu où se côtoient des acteurs avec des objectifs et des horizons de temps radicalement différents. Il y a les traders qui achètent et vendent en quelques minutes, les fonds de pension qui investissent pour les 30 prochaines années, les investisseurs individuels qui préparent leur retraite dans 20 ans. Et le risque, c'est de se laisser influencer par... Exactement. Se laisser influencer par les actions de quelqu'un qui ne joue pas du tout le même jeu que soi. Par exemple, vendre ses actions en panique pendant une baisse, parce que les traders à court terme s'agitent, c'est une recette quasi certaine pour l'échec à long terme. Il faut définir sa propre stratégie, son propre horizon de temps, sa propre tolérance au risque et essayer de s'y tenir sans regarder ce que fait le voisin qui a peut-être des objectifs complètement différents. Le livre s'attarde aussi pas mal sur la manière dont on perçoit l'information, notamment avec ce qu'il appelle la séduction du pessimisme. Pourquoi est-ce que le pessimisme nous attire tant, en finance comme ailleurs? C'est une bonne question. D'abord, le pessimisme, ça sonne souvent plus intelligent, plus prudent. Quelqu'un qui annonce des catastrophes a l'air plus lucide que celui qui est optimiste. C'est vrai. Et surtout, le pessimisme capte notre attention beaucoup plus efficacement. L'évolution nous a programmés comme ça. Ignorer une menace potentielle, un prédateur, un danger, pouvait être fatal pour nos ancêtres. Alors qu'ignorer une opportunité, un arbre fruitier un peu plus loin, c'était moins grave. Du coup, notre cerveau est naturellement câblé pour donner beaucoup plus de poids aux mauvaises nouvelles, aux menaces. Et en finance, ça se traduit comment concrètement? Bien. Les mauvaises nouvelles, les crashs boursiers, les récessions, les risques de crise sont perçus comme plus urgentes, plus universelles. Elles touchent tout le monde potentiellement. Donc, elles dominent les médias, elles font plus de bruit. C'est clair. Hein. Les pessimistes ont aussi tendance à faire une chose à table. Ils projettent les tendances négatives actuelles indéfiniment dans le futur, sans tenir compte de l'incroyable capacité d'adaptation des marchés, des entreprises et de l'innovation humaine. Pensez à toutes les fois où on a annoncé le pic pétrolier et la fin du pétrole, et on trouve toujours de nouvelles façons d'en extraire ou de s'en passer. Le progrès, lui, est souvent lent, graduel, presque invisible au quotidien, alors que les catastrophes, elles, sont rapides, brutales, spectaculaires. D'accord.
Et il y a aussi l'autre penchant, le danger des fictions séduisantes. De quoi s'agit-il ici? Alors là, ce sont les histoires auxquelles on a envie de croire, surtout quand les enjeux sont très élevés pour nous, notre santé, notre argent, et qu'on a l'impression d'avoir peu de contrôle sur la situation. Quand on désire très fort quelque chose, guérir d'une maladie grave, devenir riche rapidement, on devient beaucoup plus réceptif aux récits, aux histoires qui nous disent que c'est possible, que c'est facile, même si ces histoires sont peu plausibles, voire complètement fausses. C'est ce qui explique l'attrait des remèdes miracles ou des gourous financiers qui promettent des rendements irréalistes, sans risque. C'est exactement ça. Ou même des escroqueries comme celle de Madoff. Pourquoi des gens pourtant intelligents, parfois expérimentés, se sont laissés berner? Parce que la promesse de rendement élevé, régulier, constant, sans risque apparent, c'était une fiction tellement séduisante. L'appât du gain facile, le désir que ce soit vrai, ça court-circuite parfois notre esprit critique. On veut y croire. Au fond, le message, c'est qu'on construit tous notre compréhension du monde à partir d'informations qui sont forcément incomplètes. On est comme la petite fille de l'auteur, âgée d'1 an, qui élabore son propre modèle mental du monde avec ses expériences très limitées. On fait tous pareil, mais à notre échelle. Oui, on crée des récits, des narrations cohérentes pour donner du sens au chaos apparent, pour combler les vides dans notre connaissance. C'est normal, c'est humain. Mais le risque, c'est de développer une confiance excessive dans nos propres récits, d'oublier qu'ils ne sont qu'une vision partielle, subjective de la réalité, surtout dans un domaine aussi complexe et imprévisible que l'économie ou la finance. Alors, si on devait essayer de synthétiser le message principal de toute cette discussion autour de The Psychology of Money, ce serait quoi? Que finalement, tout, ou presque, se joue dans la tête. En grande partie, oui. Que notre relation à l'argent est profondément personnelle, subjective et surtout comportementale. Il n'y a pas de bonne réponse universelle en matière de finances personnelles, pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. C'est un peu comme en médecine. L'auteur fait cette comparaison, oui. Aujourd'hui en médecine, le consentement éclairé du patient est devenu crucial. Le médecin propose des options, explique les avantages et les inconvénients, mais c'est le patient qui choisit le traitement qui lui convient le mieux, en fonction de ses propres valeurs, de sa tolérance aux effets secondaires, etc. En finance, ça devrait être pareil. La meilleure stratégie, c'est celle qui est adaptée à nos objectifs, à notre personnalité, à notre tolérance au risque, et surtout, c'est celle qui nous permet de bien dormir la nuit. Donc, les maîtres mots, si on résume, ce serait humilité, patience, définir son propre assez et rechercher l'indépendance plus que l'affichage extérieur de richesse. Précisément, humilité face au rôle de la chance, de l'incertitude, patience pour laisser le temps faire son œuvre, pour l'épargne et les investissements, maîtrise de son ego pour éviter les dépenses inutiles dictées par la comparaison sociale, et viser avant tout la liberté, l'indépendance que procure le contrôle de son temps, plutôt que la simple accumulation de biens pour impressionner. Et aussi, accepter d'être raisonnable, c'est-à-dire en phase avec sa propre psychologie, même si ce n'est pas parfaitement rationnel sur le papier, plutôt que de chercher une optimisation parfaite mais intenable humainement. Prévoir des marges de sécurité, accepter qu'on fera des erreurs. Tout à fait. Il faut intégrer nos limites humaines dans l'équation. C'est pour ça que Housel partage sa propre approche, non pas comme un modèle à copier, mais comme un exemple de ce qui fonctionne pour lui. Sa priorité, c'est l'indépendance. Donc il épargne beaucoup grâce à un style de vie qui reste simple même si ses revenus augmentent. Il a choisi d'être propriétaire de sa maison sans crédit pour la tranquillité d'esprit, même s'il sait que financièrement ce n'est peut-être pas le plus optimal. Il garde beaucoup de liquidités, de cash pour la sécurité, et le reste, il l'investit passivement à long terme dans des fonds indiciels très diversifiés. Une approche très personnelle donc, qui lui convient à lui, mais qui n'est pas forcément une recette miracle pour tout le monde. Exactement. L'essentiel, ce n'est pas tant la stratégie finale que le cheminement pour y arriver. Comprendre ses propres biais, ses propres désirs profonds, définir ce que signifie vraiment assez pour soi, et choisir consciemment les règles du jeu financier auxquelles on décide de participer, sans se laisser dicter par les autres. Et tout ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une question à méditer. Maintenant qu'on a un peu mieux conscience de tous ces mécanismes psychologiques qui nous influencent, comment on fait concrètement pour ancrer ces principes de sagesse, de patience, d'humilité dans nos décisions de tous les jours? Surtout face au bruit constant des marchés, des médias, de la pression sociale à consommer et à se comparer. Vaste question. En effet, c'est tout le défi. La prise de conscience est la première étape, mais la mise en pratique au quotidien, c'est un travail de longue haleine.